Good Morning Business. Le débat. Alors on est un peu sous le choc de cette affaire de corruption au sein du Parlement européen, des sacs de billets, des centaines de milliers d'euros pour corrompre des parlementaires européens, en l'occurrence la vice-présidente grecque du Parlement au profit du Qatar. Alors est-ce que c'est une dérive du lobbying ou est-ce que c'est un cas à part? Est-ce qu'il faut changer les règles? L'Europe s'interroge ce matin. Nicolas Dose. J'essaye 3 remarques sur ce sujet qui est un peu à la frontière avec l'économie. Première remarque, on est sur un cas extrême. Objectivement, on est vraiment sur un cas extrême. On n'est pas dans un cas de conflit d'intérêts comme il peut en exister. Par exemple, on a l'ancienne numéro 2 de la Banque de France qui est effectivement dans une affaire un peu indélicate puisque elle avait quitté un peu prématurément le premier gouvernement d'Emmanuel Macron parce qu'il y avait eu des révélations sur le fait qu'en tant qu'eurodéputée, elle avait travaillé pour un think tank. Vous parlez de Sylvie Goulard. Sylvie Goulard, elle avait travaillé pour un think tank américain pendant un peu plus de 2 ans avec une rémunération de $10 000 bruts mensuels, tout en étant eurodéputée. Voilà, on est sur quelque chose de pénible, j'ai envie de dire. Mais là, on est vraiment sur une affaire de corruption d'une gravité sans précédent. On est au bord de l'espionnage ou de la trahison. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il est évident, compte tenu de la gravité de cette histoire, le Parlement européen ne peut pas rester sans réagir. Il y a aujourd'hui des failles réelles au Parlement européen. Vous êtes un eurodéputé, vous avez la possibilité de mener en même temps que votre mandat de parlement, enfin de mener votre mandat parlementaire en même temps qu'une activité de conseil. Vous êtes un eurodéputé sortant, vous avez la possibilité de vous faire embaucher dans une entreprise qui est dans un secteur sur lequel vous avez travaillé, sans aucune obligation d'en informer le Parlement européen. Il n'y a pas la haute autorité pour la transparence. Voilà, il est évident qu'il y a, c'est la deuxième remarque, des progrès à faire et de toute façon une réaction vive s'impose compte tenu de cette histoire, parce que là, les faits sont... Il y a eu 15 perquisitions tout de même. C'est quand même le père de la vice-présidente du Parlement qui se fait choper en sortant d'un hôtel de Bruxelles avec des valises de billets. Vous vous rendez compte de l'histoire. Et puis la troisième remarque, c'est malheureusement les digues, c'est très bien, mais aucune digue n'est infranchissable. Quand vous avez décidé de céder à la corruption, quand vous avez décidé de vous laisser acheter, vous pouvez mettre toutes les digues du monde. Il y a un moment, il y aura forcément des trous. On peut mettre tous les arsenaux juridiques. Jamais on va éradiquer intégralement les crimes et délits. On a fait une haute autorité de la vie publique en France. Et puis on se rend compte que malgré tout, on a vu surgir, pas des choses forcément gravissimes, mais des patrimoines un peu sous-estimés, en dépit de la présence pourtant d'un arsenal juridique qui était destiné à éviter tout ça. C'était ma troisième remarque. Jean-Marc, que vous inspire cette histoire? Mais 3 remarques aussi. Bien sûr. Non, mais je ne vais pas face au plagiat. Voilà, je suis en plagiat danielesque. Non, pour compléter plus exactement ce que vient de dire Nicolas, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire, notamment sur le fait que quand il y a des gens qui sont malhonnêtes, de toute façon, la loi est là pour les punir, mais la loi ne les empêchera pas d'être fondamentalement malhonnêtes. Et donc ma première remarque, c'est quand même que le lobbying, il y en a 50 000 lobbyistes à Bruxelles, il y a 35 000 lobbyistes à Washington. Le lobbying est associé à la démocratie. D'ailleurs, à l'origine, lobbying, ça veut dire attendre dans le couloir. C'est des gens qui attendaient dans le couloir le président Grant en 1868, au moment où il allait prendre ses fonctions, dans le couloir de l'hôtel où il était logé, pour lui donner des conseils, pour exprimer des revendications. Donc, il y a quand même une association entre les États-Unis, l'Europe, les grandes démocraties, et ces actes qui sont des actes qui se veulent des actes d'information et qui deviennent progressivement des actes de corruption. Le véritable enjeu, c'est de véritablement faire la frontière entre les deux. Parce que vous parlez des États-Unis, mais c'est pas la même culture. Notamment en France, on avait la culture de l'intérêt général qui transcende un petit peu les intérêts particuliers, alors que là-bas aux États-Unis et au Parlement européen, l'idée c'est que la somme des intérêts particuliers, représentés par des lobbyistes, fait l'intérêt général. Oui, mais il y avait quand même en France, il y avait des associations, des groupes de pression, mais c'est vrai qu'en France, alors c'est le deuxième élément, la loi avait d'emblée, c'est la loi Le Chapelier, ces lois-là, qui avaient comme objectif à la fin de l'Ancien Régime d'éviter la constitution de blocs susceptibles de faire pression sur l'autorité, de faire en sorte que chacun s'exprime à titre personnel, mais n'ait pas la possibilité par des actions coordonnées de faire pression sur le pouvoir. Et donc je pense qu'il y a des lois à définir, des lois précises. L'Allemagne vient de changer encore son code. Il y a un nouveau code sur le lobbying qui a été mis en place au 1er janvier 2022. Donc il faut des règles très précises et il faut être sans pitié avec les gens qui transgressent ces règles. Et le troisième remarque que je ferai, c'est de minimis non curat praetor, de minimis non curat lex. C'est-à-dire Comment ça, c'est-à-dire? Je parle pas très bien latin, moi. Ah, vous me comprenez. Non, ça veut dire que normalement, c'est un vieux principe dans lequel il ne faut pas que les autorités publiques et la loi
se mêle de tout. Une des raisons pour lesquelles il y a des lobbyistes qui interviennent auprès notamment du Parlement européen, c'est que toutes ces institutions, au lieu de faire ce pourquoi elles ont été créées, c'est-à-dire faire des lois précises, voter un budget et gérer au niveau macroéconomique et macropolitique les enjeux du pays, se consacrent et se mettent à s'investir dans des sujets qui sont des sujets qui relèvent normalement de la vie privée des gens. Et donc l'État étant de plus en plus en train de s'immiscer dans la vie privée des gens, la réaction des gens, c'est effectivement d'essayer d'agir sur ce nouvel acteur qui intervient dans leur vie privée. Et donc une des façons de se protéger contre les lobbyistes, c'est de réduire là les champs d'intervention des parlementaires. À côté de ça, c'est fondamental le lobbying. Par exemple, là, vous avez l'industrie automobile. Alors, je n'ai pas regardé la complexité technique et industrielle du dossier, mais qui s'inquiète de l'arrivée d'une nouvelle norme de motorisation Euro 7. Il y a un moment, il est essentiel que les gens compétents, professionnels, viennent informer les élus des sujets, enfin des erreurs à ne pas commettre. Peut-être que les lobbyistes ont mal fait leur boulot lorsque, sous l'émotion du Volkswagen Gate, les autorités européennes ont décidé qu'en 2035, on arrêtait toute vente de voitures thermiques. Et aujourd'hui, on tombe un peu de notre chaise en se rendant compte que 2035, c'est demain, que rien n'est prêt et qu'on a pris une décision politique beaucoup trop hâtive. Et là, justement, le travail des lobbyistes, c'est d'informer les élus avant de prendre des décisions. Un élu ne peut pas tout savoir, et Dieu sait si les sujets sont souvent complexes. Et surtout, il ne devrait pas tout faire. Se mêler de gérer l'industrie automobile, c'est peut-être pas le milieu politique qui doit être appelé. Ah, mais il faut bien faire des lois. Merci. Oui, mais pas surtout. Merci. En tout cas, il faut prendre des décisions en étant éclairé. Merci Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel.